Un jeune garçon est pris en embuscade par un groupe de bandits en plein milieu du désert. On pourrait penser qu'il est en danger, néanmoins il arrive à s'en sortir, grâce à deux bras qui semblent apparaître de nulle part. On apprendra qu'il est ami avec un esprit à l'intérieur d'une flûte, et que ce dernier lui prête son pouvoir quand il en a besoin. Ce garçon est Amagi, un magicien qui a pour rôle de modifier le monde en désignant ceux qui vont le diriger. D'un autre côté, un jeune garçon faisant office de cocher a pour projet de devenir l'homme le plus riche du monde. Il paraît égoïste durant sa première apparition, mais on apprendra qu'il a reçu une très bonne éducation, celle d'une famille royale. Il fait preuve de courage quand il le faut, et il semble avoir tapé dans l'œil du Magi, qui a choisi de l'accompagner dans sa quête. Ensemble, ils partiront explorer un labyrinthe, un édifice sorti d'on ne sait trop où il y a une dizaine d'années, dont peu de gens reviennent, mais dont on sait qu'il recèle des trésors inestimables. Magi est un manga que j'ai commencé il y a quelques temps, et j'ai annoncé il y a longtemps que j'aimerais en faire ma prochaine grosse lecture. Mais j'ai réfléchi et j'ai fini par décider que je voulais marquer une certaine période entre la fin de ma série sur Naruto et le début d'une nouvelle. Pour être totalement transparent avec vous, j'en suis actuellement au tome 17 du manga, donc quasiment à la moitié, et je ne vais pas tarder à continuer d'avancer. J'en profiterai pour faire des vidéos un peu plus fréquemment qu'avec Naruto. Maintenant que toutes les bases sont posées, je vous souhaite la bienvenue pour les débuts d'une toute nouvelle série sur ma lecture de Magi, The Labyrinth of Magic. Magi est un manga écrit par Shinobu Otaka et paru entre 2009 et 2017. Il a été prépublié dans le Weekly Shonen Sunday, un magazine qui a accueilli des œuvres comme Détective Conan et Ranma 1/2, et qui propose aujourd'hui de très bons titres comme Frieren ou Komi-san. Pour en revenir à Magi, même si je n'ai pas réussi à trouver les résultats des sondages des magazines quand il y était, j'ai quand même pu estimer à quel point le manga a marché. Vu que j'ai pas suivi l'époque de sa publication, la question m'a un peu intrigué histoire de voir à quel point le manga a pu marquer les gens. Magi, depuis le début de sa parution, s'est écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires. C'est donc une œuvre qui a fonctionné bien plus que ce que je pensais, et je suppose que j'aurais pu m'y intéresser beaucoup plus tôt. Surtout que je connais très bien quelqu'un qui m'a cassé les couilles pour que je commence, et que j'ai laissé traîner les choses pendant pas mal de temps. Mais trêve de digression, rentrons dans le vif du sujet. Magi raconte l'histoire de trois personnages, Aladdin, Ali Baba et Morgiane, qui exploreront le monde, mais surtout des labyrinthes apparus mystérieusement il y a 14 ans. On raconte qu'ils renferment des trésors inestimables et font l'objet de beaucoup de convoitises, mais le nombre de personnes en étant revenues est extrêmement faible. Au milieu de ça, le groupe de héros va essayer de savoir ce qu'ils s'y trouvent réellement, et ce voyage va leur permettre de mieux se connaître, et pour certains d'entre eux, de faire face à leurs actes passés. Pour cette première vidéo sur Magi, je vous propose de nous focaliser sur les arcs qui constituent l'introduction du manga, donc l'introduction des personnages, les arcs du premier donjon, du clan Koga et de Morgiane, pour un total de 31 chapitres. Je vous souhaite un excellent visionnage. Le prélude de Magi a pour but de présenter les personnages d'Aladdin, d'Ali Baba et de Morgiane, avec leurs personnalités respectives, leurs objectifs, une partie de leur passé, mais aussi leurs craintes. Il a aussi comme objectif de nous expliquer le principe des labyrinthes, des endroits en dehors de l'espace et du temps, dans lesquels se trouvent des pièges, mais aussi des trésors. En l'occurrence, ces trésors sont des djinns, des esprits qui assistent leurs détenteurs dans les combats. Des esprits assez similaires au stand de JoJo's Bizarre Adventure, même s'ils peuvent avoir plusieurs formes, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans les points suivants, chaque chose en son temps. Bref, comme pour toute histoire qui se respecte, cet arc a pour but de poser les bases de l'univers dans lequel vont évoluer les personnages. La question qui se pose, c'est est-ce que l'introduction de Magi est bonne? Est-ce qu'on arrive à comprendre au moins le plus important des informations nécessaires pour la suite? Et pour répondre à cette question, penchons-nous sur les faits relatés dans les premiers chapitres. L'introduction du personnage d'Aladdin se fait alors que le garçon rencontre deux amis, Saasa et Lyra, des marchandes itinérantes qui sillonnent le pays. Il apprendra que Lyra est une voleuse et que son but premier était de tromper Saasa, afin de diriger son convoi vers sa bande de détrousseurs. Cette dernière s'éloigne de celle qui était son amie, mais part tout droit dans la gueule du loup. Aladdin décide d'aider Lyra à les sortir de ce pétrin, et toute cette histoire est un prétexte pour montrer son comportement et les capacités du Magi. Aladdin est un garçon qui vient en aide aux gens qui en ont besoin, mais par-dessus tout qui cherche sa place dans le monde à travers ses actes de générosité. Il ne sait pas exactement d'où il vient, et il a une méconnaissance du monde qui le fait paraître assez naïf dans la plupart des situations. Néanmoins, sous son air un peu candide, et son côté fan de Bzez, il est une personne à ne pas sous-estimer. Il possède un djinn, Hugo, et ils forment ensemble une équipe assez redoutable. Cette présentation de protagoniste m'a pas mal fait penser à celle de Luffy, quelqu'un qui paraît assez naïf et qui regarde le monde avec des yeux d'enfant, mais qui dispose d'un pouvoir assez redoutable. En tout cas dans les premiers arcs, Luffy est quelqu'un que personne n'arrive à battre sur East Blue. Et c'est quelque chose avec laquelle je suis plus à l'aise. Le personnage principal n'est pas forcément le plus fort tout de suite, mais il l'est suffisamment pour gérer ses premiers adversaires. Et dans un second temps, quand il connaîtra ses premières défaites et ses premiers coups durs, il décidera de partir s'entraîner, apprendre quelque chose de nouveau, et ou apprendre à mieux se connaître lui-même. Mais à ce moment de l'histoire, on a suffisamment d'affect pour lui pour avoir envie de le suivre, et je pense que c'est pour ça que je trouve que le cheminement est plus naturel. Et je sais que c'est un avis personnel. Certains lecteurs préfèrent une introduction à la Naruto ou à la Hippo,
où le héros doit quasiment tout apprendre et où on découvre le monde avec lui, quelque chose que je comprends totalement. Bref, après cette aventure, Aladdin repart à travers le monde et va faire la rencontre du deuxième protagoniste de cette histoire. Le deuxième chapitre de Maggie est centré sur Ali Baba, un cocher qui transporte un riche marchand de vin. Aladdin se retrouve avec eux dans la carriole avec une femme et sa fille, et lorsque leur embarcation tombe dans un piège, Ali Baba qu'on nous a montré jusque-là comme quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, se révèle être quelqu'un de bien plus courageux qu'on pouvait le penser. Il a des valeurs et il n'hésite pas à sacrifier le contenu de la marchandise pour sauver la jeune fille qui s'apprête à tomber dans les griffes d'une plante dangereuse. Contre l'avis du marchand, à qui il n'hésite pas à mettre une jolie droite, il nous montre que même sous ses airs égoïstes et calculateurs, Ali Baba a parfaitement conscience de la valeur de la vie humaine et qu'elle ne passera jamais avant autre chose. On ne sait pas grand chose de lui, mais on peut déjà deviner à ce stade de l'histoire qu'il a des connaissances sur le monde qu'on vient de découvrir, et que c'est sûrement lui qui va nous guider durant l'introduction. C'est lui qui va convaincre Aladdin d'explorer leur premier labyrinthe, un endroit dont l'intérieur est au centre de bien des rumeurs, mais dont on sait qu'il recèle des trésors. La partie sur Ali Baba est beaucoup plus courte que celle sur Aladdin, et il y a une raison très simple à ça, c'est pendant l'exploration de ce fameux labyrinthe qu'on connaîtra à peu près d'où il vient et de quoi il est capable. La visite du tout premier labyrinthe est le premier vrai arc de Maggie. Une fois qu'on a présenté dans les grandes lignes les protagonistes, il est temps de leur faire vivre leur première aventure et voir de quoi ils sont capables. Les héros rencontrent Morgiane, une jeune esclave que Aladdin libère sans savoir ce que ça représente. Lui et Ali Baba viennent de commettre un acte considéré comme criminel et ne voient comme seul échappatoire que de foncer à l'intérieur du labyrinthe. Mais le maître de Morgiane, Jamil, profite de cette occasion pour partir à leur poursuite dans le labyrinthe. Il a soif de pouvoir et de richesse et il y voit une occasion pour monter dans l'échelle sociale. C'est ainsi qu'il part avec 2 de ses esclaves, dont Morgiane, à leur poursuite. L'arc présente plusieurs choses à la fois, mais on va commencer par le plus évident, une des mécaniques les plus importantes, les labyrinthes évidemment. Après en avoir entendu parler, le manga ne perd pas de temps pour nous montrer à quoi ça ressemble. À première vue, ce sont des endroits en dehors de l'espace et du temps. Quiconque entre dans le labyrinthe se retrouve téléporté dans une sorte de dimension parallèle. Ce ne sont pas des endroits qui existent physiquement. Le lieu met ses visiteurs à l'épreuve puisqu'il est truffé de pièges, et on le verra plus tard, aucun labyrinthe ne se ressemble. Il a aussi ses propres règles. Par exemple, celui qui nous est présenté ici accueille les visiteurs à des intervalles différents, et ce même s'ils sont arrivés en même temps. Je trouve que cette introduction est très réussie. Déjà parce que son explication est assez claire, en même temps le concept n'est pas bien compliqué à comprendre, mais par-dessus tout parce que je trouve les doubles pages qui l'illustrent très belles. La caverne dans laquelle les héros se retrouvent par exemple montre ce qu'on est censé voir. Ils sont en intérieur certes, mais aussi cernés par des plantes qui font de la lumière. Et la salle finale est encore meilleure, une sorte de ville coincée à l'intérieur d'une salle gigantesque. Je pense que c'est bluffant autant pour les traits de Shinobu Otaka que pour les jeux de lumière que les doubles pages possèdent, le résultat est incroyable. Je crois qu'on a fait le tour pour le fonctionnement et pour le dessin, passons aux choses sérieuses. Aladdin et Ali Baba se retrouvent dans cet endroit et arrivent à traverser les premières salles sans encombre. Malheureusement, Jamil finit par les retrouver, et il semble intrigué par Aladdin, dont il sait qu'il est un Maggie. Il raconte à ce moment qu'Amaggie est l'individu qu'il attendait depuis presque 10 ans, et que même si les protagonistes ne savent pas vraiment de quoi il parle, Jamil est persuadé que c'est grâce à lui qu'il pourra assouvir sa soif de pouvoir. Ils sont contraints de coopérer dans un premier temps pour avancer, mais Aladdin et Ali Baba arrivent à s'échapper et à atteindre la dernière partie du labyrinthe. Et c'est là qu'on assiste au plus important de l'arc. Premièrement, le développement de Morgiane commence vraiment à ce moment-là. Elle vient d'une tribu réputée pour leur grande forme physique, les Fanalis. Elle a été réduite en esclavage et elle porte les séquelles de ça. Séquelles qu'elle essaiera de combattre à partir de cet arc. Mais ça, j'en reparle dans quelques minutes. Deuxièmement, c'est ici qu'on en apprend plus sur le personnage d'Ali Baba et sur celui du Maggie. Ali Baba se confronte à Jamil. Il fait preuve d'un courage qu'on n'a pas trop vu jusque-là, mais on voit qu'il ne sort pas de nulle part. Ali Baba a l'air de venir d'une famille royale si on se fie à sa façon de se battre. Et le narrateur nous raconte un bout de son histoire personnelle de façon un peu évasive. Et on sent que ce n'est que le début d'une intrigue qui sera poursuivie plus tard. J'en reparlerai aussi, mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo cette fois. Et pour Aladdin, on sait enfin ce qu'est exactement un Maggie. Après avoir défait Jamil, il rencontre le djinn qui est à la tête du labyrinthe. Il se prosterne devant le Maggie, et il explique que ces derniers sont des faiseurs de rois. Quand une communauté va se créer ou vient de se créer, il faut qu'elle soit dirigée par un roi. Et le Maggie est un sage qui a comme rôle de trouver ce roi et de l'élever au rang qui lui est promis. Dans le cas d'Aladdin, le roi n'est pas Jamil, dont il a percé à jour les vraies intentions depuis le départ, mais bien son ami depuis le début de l'intrigue, Ali Baba. J'ai trouvé ce premier vrai arc excellent. Même si on n'est qu'au début de l'histoire, je trouve que les bases sont très vite posées, que les protagonistes révèlent très vite de quoi ils sont capables, et je trouve qu'on a déjà envie de les suivre alors qu'on n'est qu'au premier tome ou au tome 2 grand maximum. C'est une introduction très efficace et on a envie d'en savoir plus sur Aladdin, Ali Baba et Morgiane, dont on a juste envie qu'elle combatte ses traumatismes de la vie dont elle vient de se libérer. Le djinn du labyrinthe choisit Ali Baba comme son propriétaire légitime,
et les seuls survivants de cette épreuve se retrouvent séparés quand ils en sortent. Bon, cette partie de l'histoire est un peu moins dense que la précédente, mais je voulais en parler ici pour 2 raisons. Déjà parce que je veux que la prochaine vidéo soit uniquement consacrée à l'arc de Balbad, et que donc pour y arriver, je dois apporter les petites histoires individuelles de chacun avant. Et la seconde raison, c'est que ces histoires ont, mine de rien, un but important. Commençons par ce qui s'est passé du côté d'Aladin. Il est recueilli par un clan après être sorti du labyrinthe, le clan Koga. Ce clan est plus ou moins dirigé par une vieille femme qui croit à ce qu'on pense être une légende, mais qui est sûrement une des choses les plus importantes de tout Magi, les rocs. Le roc désigne l'endroit où se rejoignent toutes les âmes du monde, mais aussi d'où elles proviennent. Les Magi peuvent communiquer avec les rocs et s'en servir pour façonner le monde. Mais le clan dans lequel il se trouve est menacé par un empire bien plus grand, l'Empire Ko. Ce dernier a demandé au clan Koga de se ranger sous leur bannière, mais le clan ne veut pas, de peur de perdre ce qui fait d'eux un clan et de ne devenir qu'un morceau appartenant à quelque chose de bien plus grand. La meneuse de l'Empire désire cependant vraiment aider les membres du clan, et elle est prête à se battre contre ses propres hommes qui veulent comploter contre elle pour le prouver. La princesse de l'Empire Ko est la première personne qu'on rencontre qui possède un djinn et qui n'est pas un protagoniste. Et puis même, Alibaba vient de l'obtenir et on ne l'a jamais vu l'employer en combat. Elle sait s'en servir et nous donne un aperçu d'à quoi peut ressembler une capacité de cette mécanique. Qui plus est, le djinn de la princesse informe Aladin qu'il est certes le Magi, quelqu'un qui est désigné par le monde pour choisir et élever des rois, mais aussi qu'il n'est pas le seul existant. L'Empire Ko en a un, et tout laisse à penser que les autres royaumes en ont aussi. Et c'est logique finalement, puisqu'ils sont dirigés par des rois. D'ailleurs, le Magi de l'Empire Ko est le responsable de la destruction du labyrinthe dans l'arc précédent, donc tout laisse à penser qu'il n'a pas de bonnes intentions, et qu'il fera office d'antagoniste pour Aladin. Ce qui lui permettrait d'affirmer sa vision du monde, de voir à quoi ressemblent les pouvoirs d'un Magi expérimenté, et donc de mieux trouver sa place dans tout ça. La petite aventure d'Aladin se termine par le décès de la grand-mère du clan, qui finit par rejoindre les rocs, et qui va guider le Magi, mais aussi veiller sur ceux qu'elle considérait comme ses enfants. Maintenant, concentrons-nous sur ce qui arrive à Morgiane après la défaite de Jalil. Elle assiste les 2 marchandes qu'on a suivies au début de l'histoire, celle qu'Aladin a sauvée, mais elle finit par se refaire réduire en esclavage par des bandits. Suite à sa rencontre avec le Magi, elle avait commencé à se questionner sur l'esclavage, et sur ce qu'elle a vraiment envie de faire maintenant. C'est sa rencontre avec une petite fille qui risque de connaître le même sort qu'elle, qui va commencer à lui donner une réponse. Elle comprend maintenant les mots d'Aladin, et réalise qu'elle est vraiment libre de faire ce dont elle a envie, et ce dont elle a envie à cet instant T, c'est de se battre pour les autres dans sa condition. Elle arrive à libérer les esclaves, et retrouve Aladin. Un peu par hasard, même si le manga appuie bien le fait que les rencontres entre certaines personnes ne sont jamais vraiment fortuites du fait des rocs. C'est ce moment qui amorce réellement le développement du personnage de Morgiane. D'esclave n'ayant pour rôle que d'obéir aveuglément aux ordres de son maître, elle commence à comprendre le concept de libre arbitre et doit donc s'interroger sur la personne qu'elle veut devenir. Et sa rencontre avec le Magi, dont le rôle est de guider les gens, doit l'aider à trouver sa réponse. On verra ça dans les prochains arcs, alors qu'elle et Aladin se retrouvent afin de partir pour Balbad, avant de rencontrer un mystérieux inconnu qui dort en plein milieu d'une route. Je vais essayer de synthétiser mon avis sur les premiers arcs, mais sans grande surprise à ce stade de la vidéo, j'aime beaucoup cette introduction. Shinobu Otaka a fait preuve d'un réel talent pour la narration, puisque les notions essentielles de cet univers nous sont expliquées très tôt et de façon assez claire. Les labyrinthes, les djinns, les rocs, mais aussi le passé de chacun des personnages qu'on suit. Si on n'en connaît pas assez, on a au moins envie d'en savoir plus sur eux, et sur quelles décisions ils vont prendre pour affronter leur passé. Et tout ça tient dans les 3 premiers tomes de Magi. C'est clair, c'est sans fioriture, c'est super efficace. On se doute évidemment qu'on ne sait pas tout du monde de Magi, mais les bases sont posées et elles sont bien posées. À ce stade, c'est la seule chose que j'avais envie de savoir quand j'ai commencé à lire ce manga. Une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, je suis fan de la façon dont sont dessinés les différents décors de Magi. Le trait et le jeu de lumière font vraiment plus que le taf, et j'ai hâte de voir à quel point Otaka progresse à travers les tomes de Magi. J'ai hâte de vous parler de la suite, et ça arrive très bientôt, mais en attendant, j'espère que ce premier point sur Magi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce que je fais et pour ne pas rater les prochains points, à liker pour booster un peu le référencement de mes vidéos et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à ajouter des choses que vous estimez utiles à savoir, à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai pu dire, ou juste me dire ce que vous avez aimé. Quoi qu'il arrive, je lis tous les commentaires qu'on me laisse. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et TikTok, les liens sont en description, mais en attendant je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là, merci de me suivre et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.